Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Marco donne raison à Perez, des évolutions profitent à Verstappen. Ah ouais. Ah ouais, ok. Bon bah au moins il le reconnaît. Marco a accrédité la thèse de son pilote, en effet les pièces Made in Milton Keynes ont profité plus au leader du championnat qu'à son coéquipier. Et Marco donne des détails techniques. Max aime une voiture qui est bonne à l'avant. Ce que l'arrière fait n'a pas vraiment d'importance pour lui. Si l'arrière se dérobe à 300 km/h, Perez, comme tous les pilotes avant lui, dit que la voiture est impossible à conduire. Alors que ça ne dérange pas du tout Max. Au début de la saison, notre voiture avait encore tendance à sous-virer. Au final, il s'agissait de rendre la voiture aussi rapide que possible, afin d'en tirer tout le potentiel. Tel est le facteur Verstappen, brandi par Helmut Marko. Quand sa voiture le séduit, Max Verstappen creuse l'écart avec son équipier. Avec une voiture qui convient mieux à Max, le facteur Verstappen est automatiquement mis en évidence plus qu'avant. Et quand vous avez un pilote aussi exceptionnel dans votre équipe, il est important de tirer le meilleur de lui. Perez est peut-être retombé à son niveau normal en conséquence, mais être le coéquipier de Max n'est pas facile. Oui, surtout quand on avantage Max par rapport à son équipier du coup. Tout cela fait que Max Verstappen, le meilleur pilote de l'histoire de l'équipe Red Bull, estime Marko devant donc Vettel. Après son titre mondial l'année dernière, il a gagné en souveraineté sans sacrifier la vitesse pure. Il est donc encore plus rapide qu'avant, sans prendre beaucoup de risques ni solliciter le matériel. Et il pense que Ferrari et Red Bull sont à égalité, en perfo pur. Je ne vois pas les choses de cette façon. En dehors de Barcelone, nous avons toujours été à égalité avec Ferrari cette saison. Souvent, c'est la forme du jour qui décide l'identité de celui qui était en tête. En dehors des problèmes stratégiques ou techniques, que nous avons beaucoup moins. Nous pouvons être importants en qualif sur un tour, Leclerc a à peu près autant de pole position que nous avons de victoires, mais la chose cruciale est que vous pouvez maintenir la vitesse en course sans trop user les pneus. Au Castellet, Max était plus rapide en course. Si vous avez une seconde d'avance en 10 tours, ça montre que vous êtes le plus rapide. Nous avions la voiture la plus rapide dans la course. Ouais, alors une seconde d'avance en 10 tours, c'est pas énorme, quand même. Il aurait dit 5 ou 10, ok, mais une seconde, c'est que dalle, en fait. Ça montre rien du tout, ça fait un dixième par tour. Sur une course, c'est pas grand-chose, quand même. Ça prouve, pour moi, ça prouve pas que la voiture est intrinsèquement plus rapide ou quoi. Sur l'ensemble de la saison, c'est touche-touche. Ça dépend de la forme du jour et des évolutions. Elles ont toujours un effet pendant une ou deux courses. Mais même celles-ci ne sont pas un changement significatif de puissance. Marco loue tout de même l'incroyable travail réalisé par Adrian Newey pour ce nouveau règlement aérodynamique, ainsi que l'appui de Honda. Le concept du véhicule vient de Newey, qui a créé une voiture qui produit beaucoup d'appui aéro, avec peu de résistance à l'air, c'est une bonne chose. L'autre chose est que Honda a évolué et que le passage du carburant au 10 n'a pratiquement pas coûté d'énergie. C'est la combinaison des deux. Maintenant, c'est juste une approche complètement différente. Et les années précédentes, nous étions souvent les plus lents, dans la ligne droite. Maintenant, on est plus rapide. C'est bien, et dans les virages, nous ne perdrons pas ce que nous gagnons dans la ligne droite. Ouais, en gros, vous avez une fusée, quoi. Bon, bah, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il reconnaît que Perez a une voiture moins performante. Enfin, moins performante. Qu'elle est moins adaptée à son pilotage à lui que à Max. Donc, automatiquement, bah, ça fait que Perez, il est largué. Il est largué totalement par Max. Et c'est logique, parce qu'en fait, en début de saison, ils étaient très proches, les deux. Même si Max était un peu devant lui, on avait Perez qui, des fois, se qualifiait mieux que Verstappen. Ce qui était quand même assez incroyable, vu que Perez est pas super bon en qualif, normalement. Donc, voilà. Vous en pensez quoi? Ciao. Albon rêve d'un retour de la F1 sur Nordschleife. Ça serait pas si compliqué. Bon. Ah, je pense que si, un petit peu quand même. Pas trop adapté ce circuit, mais bon, j'aimerais bien aussi. Mais bon, il va falloir faire des travaux sur Nordschleife quand même. Le Lausitzring était vraiment super cool. Nous avons conduit sur la version ovale. Se souvient Albon. Je connaissais déjà certains des autres circuits depuis les formules de promotion. Le meilleur était à Nordschleife. On a roulé sur le circuit du Grand Prix en DTM. Mais là, Liam Lawson et moi avons passé chaque minute disponible sur le Nordschleife. Au début, nous nous sommes baladés dans des voitures de location. J'avais une Citroën C3. Il avait une Polo. À un moment donné, Red Bull nous a donné 2 Porsche GT3 RS. C'était vraiment génial. J'avais du mal à croire à quel point c'était amusant. Liam et moi avons même envisagé d'acheter une maison près du Nordschleife pour pouvoir y piloter de nos propres voitures tous les jours. Le Thaïlandais se prend à rêver d'un retour en F1 sur ce circuit qui a failli coûter la vie à Niki Lauda. Ce serait parfait, nous aurions besoin de pneus durs, qui ne surchauffent pas si vite. Mais sinon, ça ne serait pas si compliqué, je pense. Nous devrions penser à quelque chose pour le carrousel. Et puis le DRS sur toute la longue ligne droite, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment le serpent de mer qui revient régulièrement en F1. La F1 qui pourrait revenir sur le Nordschleife, mais bon. Honnêtement, j'y crois pas trop. Ça serait bien, mais ça serait peut-être un peu dangereux et je pense pas que Liberty Media veuille de ça, veuille prendre trop de risques.
Et il fait 20 km le truc à peu près, donc il y aurait combien? Il y aurait 11, 12, ouais, 15 tours. 15 tours à peu près. 15 ou 16 quoi. Je serais curieux de savoir en combien il tournerait en vrai. En 6 minutes? 6 minutes 30, je sais pas. Dur à dire en vrai. Après ça pourrait être marrant. Au moins une course. À la limite une course hors championnat de une demi-heure, trois quarts d'heure. Pour voir ce que ça pourrait donner, mais ouais, ça pourrait. L'idée est séduisante, mais bon, je doute que ça arrive. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Allez-y, salut le retour en forme de Mercedes qu'il trouve fantastique. C'est facile pour moi de le dire, mais tout le monde était choqué par leur début de saison. Quand ils ont présenté la voiture à Bahreïn, tout le monde dit oh mon dieu, ils ont fait quelque chose de très spécial, ils seront intouchables. Mais tour après tour, ils ont découvert que la voiture était nulle part. Et voir Hamilton piloter une voiture comme ça, c'était parfois embarrassant parce que Lewis est 7 fois champion du monde. Mais de voir sa capacité à améliorer encore la voiture, c'était impressionnant. En Hongrie, c'était fantastique de voir Russell en pole et Lewis se battre à l'avant. Cependant, Alesi ne voit pas Mercedes s'imposer à la régulière avant la fin de la saison, la W13 ayant débuté la saison avec trop de soucis. Par expérience, lorsqu'une voiture est née avec des problèmes, vous n'êtes pas en mesure de les corriger. Vous ne pouvez pas faire de compromis. Mais un compromis en Formule 1 ne fonctionne pas. Vous pouvez faire un compromis, mais un compromis en F1 ne fonctionne pas. Donc je ne crois pas vraiment qu'ils soient capables d'être une équipe gagnante, de gagner des grands prix avant la fin du championnat dans des circonstances normales. Ah, je sais pas, ils en sont pas très très loin finalement. Ils en sont à une dizaine de secondes. Allez, peut-être 15. C'est un peu loin, c'est sûr, mais bon, c'est mieux qu'une minute en début de saison. Allez, on prie pour au moins une victoire. Cette saison de Mercedes, ça serait pas mal. Ça sauverait un peu l'honneur, on va dire. Et puis surtout, de finir devant Ferrari au classement constructeur, ça sauverait plus que l'honneur. Là, ça serait une grande réussite, honnêtement, hein, vu le début de saison. Bon, à voir comment ça se terminera. Ciao. Gasly est impressionné par les progrès de Verstappen depuis ses débuts en Formule 1. Je cours avec Max depuis 15 ans. Même avant la F1, c'était toujours intense de courir contre lui. C'est ce que j'ai toujours aimé, les batailles que nous avons eues dans le passé, la course très serrée. Il est évidemment extrêmement talentueux, excellent pilote. Je pense que l'expérience et la combinaison de ce qu'il a construit avec Red Bull est juste un package incroyablement efficace. Et ils l'ont prouvé, il était probablement un peu brut quand il est arrivé en F1, très agressif et a fait quelques erreurs au départ, même s'il a toujours été super compétitif. Mais je pense qu'au cours des dernières années, il a totalement prouvé et exploité son potentiel. Il fait maintenant très rarement des erreurs et engrange les bons week-ends les uns après les autres. Il tire vraiment le meilleur de ce que Red Bull lui offre. C'est très impressionnant, mais comme je l'ai dit, c'est toujours amusant de courir contre lui. J'espère avoir de très bonnes et intenses batailles à l'avenir contre ce pilote. Ben, sachant que lui il est chez Red Bull et qu'il a une fusée, et que toi t'es chez AlphaTauri et que t'as pas une très bonne voiture, surtout cette saison, Pierrot, je t'avoue que c'est pas très bien parti d'avoir des batailles intenses contre Max, hein, quand même. Donc de quel avenir sera fait sa carrière à Pierre Gasly, je ne sais pas. Est-ce qu'il restera dans le giron Red Bull à l'issue de son contrat? Est-ce qu'il arrivera à décrocher un poste de pilote titulaire dans une autre équipe? Mystère. Déjà, il faudra voir comment se finit cette saison 2022 et comment se passe la saison 2023 aussi. Ça va être très important pour la suite de sa carrière à Gasly. Bon, je vous laisse commenter, ciao. Alors, on évoque maintenant Logan Sargent qui pourrait remplacer Latifi chez Williams. Ben oui, ce sera sûrement pas Piastri du coup, comme c'était prévu. Alors, est-ce que Latifi va rester ou est-ce que Sargent va pouvoir le remplacer dès 2023? Mystère. Le natif de Fort Lauderdale en Floride occupe en effet le 3e rang du classement provisoire derrière les deux prétendants au titre. Drugovich était au pourchère en F2 donc, et a déjà enregistré 2 victoires à Silverstone et sur le Red Bull Ring. Jos Capito, directeur de Williams, ne tarit pas d'éloges sur lui. Il a 21 ans. Sargent sera dans une F1 à l'avenir, j'en suis absolument convaincu. Bien sûr, nous sommes impressionnés. Vous savez, c'est sa première saison en F2. Nous n'avons pas mis de pression sur lui, il a le temps de se développer. Il nous a vraiment impressionnés par la rapidité avec laquelle il s'est familiarisé avec la voiture. L'arrivée de Sargent réjouirait également, sans nul doute, Liberty Media, promoteur américain de la F1, alors que pour la première fois, pas moins de 3 courses seront organisées l'an prochain aux US. Et oui, De Vries est également sur les rangs. Sargent, quant à lui, devra effectuer un premier test au volant de la Williams en octobre prochain. Il est assez délicat de prendre des décisions précoces sur un pilote de F2, tant que la saison n'est pas terminée. Ça fait donc partie de la prise de décision. Je pense que nous avons plusieurs options. Nous allons finalement opter pour ce que nous pensons être le meilleur choix pour l'équipe. C'est encore trop tôt pour entrer dans les détails, on n'en est pas encore là. Bon. Eh ben, ça va peut-être se jouer entre De Vries et Sargent, du coup. De Vries, il n'a pas de baquet en Formule 1 l'année prochaine, donc je pense qu'il attend de savoir ce qui va se passer en F1 avant de re-signer quelque part en Formule 1, tout simplement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Sargent peut-il aller en F1 chez Williams? Ciao. Vettel suggère que la F1 aide les promoteurs pour l'écologie, en leur reversant une partie des bénéfices en hausse.
Tout type d'événement qui attire une grande foule doit être à la hauteur des responsabilités qui accompagnent notre époque. Il est évident que nous attirons de grandes foules en F1. Je pense que le sport est devenu plus populaire ces dernières années avec de nouvelles bases de fans, notamment en Amérique du Nord. Cela lui a permis de se développer, mais avec ça, il y a plus de gens qui doivent se rendre sur les circuits, qui doivent être gérés quand ils sont sur le circuit. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire, comme pour les autres grands événements. Évidemment, la seule façon dont les gens se rendent à l'événement, les transports publics, ce ne sont pas seulement un sujet important en général, mais aussi les trajets entre les événements. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous devrions prendre une partie du chiffre d'affaires ou de l'argent que la F1 en particulier fait et essayer de réinvestir dans les promoteurs et leur donner de la chance de trouver une meilleure solution, plus verte et plus propre pour gérer le public et les grands prix. Le quadruple champion du monde réitère son envie de voir la F1 jouer son rôle de précurseur. L'Allemand pense toujours qu'elle doit se montrer plus pertinente pour les nouvelles technologies, dont l'hybridation et les carburants de synthèse. En fin de compte, ça ne fait pas une grande différence que nous pilotions des voitures, que nous organisions un concert de musique, ou que nous fassions d'autres choses, en regardant le public, le grand public et l'empreinte du public lui-même, mais on revient à la question de la pertinence. Si nous ne trouvons pas un moyen de contribuer réellement à être le changement, et de faire en sorte que tout le monde profite de ce que nous faisons pour le plaisir, et de l'innovation en matière d'ingénierie qui en découle, alors je pense que très bientôt la question se posera de savoir quel est notre but. Nous comprenons l'intérêt parce que nous aimons ça, nous sommes des passionnés de sport auto, et vous n'avez pas besoin de nous l'expliquer. Mais si vous faites un focus sur ça, et que vous vous adressez à un public qui n'a rien à voir avec le sport auto, je pense que ces questions viendront à l'avenir. Et je pense qu'elles se poseront à juste titre. C'est donc à nous d'être en tête, d'avoir un tour d'avance, et de ne pas nous faire doubler, pour ainsi dire, avec l'énorme puissance que nous avons. Nous dépensons beaucoup d'argent dans le sport auto, mais cela implique beaucoup d'innovation, d'ingénierie et de puissance qui peuvent être canalisées dans une meilleure direction, afin que tout le monde, même en dehors du sport auto, en profite un jour. Que la réponse soit électrique ou à l'hydrogène ou autre. Ah ben encore un beau plaidoyer pour l'écologie, Sébastien. Donc selon lui, on doit prendre une partie des bénéfices de la F1 et les reverser à des gens qui poussent pour les nouvelles technologies, voitures électriques, voitures hydrogène, etc. En gros, c'est ça son idée. Ouais, bon, pourquoi pas, après... Ah non, attendez, ce serait plutôt par rapport aux promoteurs, c'est-à-dire à ceux qui organisent les grands prix, quoi. Donc en gros, ouais, des navettes électriques ou des trucs comme ça, pour les... Ouais, la façon dont les gens se rendent à l'événement, ouais, c'est ça, ok. Oui, bon, après, pourquoi pas, après, faudrait voir quelle part des bénéfices, quoi. Faut que ça soit pas trop gros non plus, parce que sinon la F1 va tirer la gueule. Ok, vous en pensez quoi de son idée à lui? Allez, ciao. Alors, Crack, maintenant, après avoir défendu le fils Stroll, il défend le père maintenant, il défend son management. Lorsqu'on lui a demandé à quel point il était difficile de gérer un Stroll impulsif et la pression qu'il exerce, il a répondu. On lui fait souvent un mauvais procès, c'est une injustice. Il nous donne carte blanche et n'interfère pas toutes les 10 secondes. Le fait qu'il veuille faire le point sur l'équipe une fois par semaine est légitime à mes yeux. Il faut être honnête avec lui, décrivez toujours exactement comment et pourquoi la situation est celle qu'elle est en ce moment, sans tourner autour du pot. Je pense que c'est très injuste que ce que les gens disent. Lorenz est extrêmement généreux. Il met tout son cœur dans cette équipe. En venant une fois par semaine, il ne fait rien de plus que demander un statut à jour et demander où est-ce qu'on en est et quelle est la suite. Rien de plus, sauf s'il a des décisions à prendre. C'est censé être justifiable avec tout l'investissement qu'il fait et tous les outils qu'il met à notre disposition. De ce point de vue, oui, il est ambitieux. Mais ce n'est pas un problème. Et vous lisez ici et là que Lawrence Stroll décide de tout. C'est faux. Il nous laisse les mains libres dans beaucoup de choses. Et pour être honnête, j'admire parfois sa patience. De l'autre côté, Crack doit aussi gérer le fils du patron, qui n'a marqué que 4 points des 20 points d'Aston Martin. Bon bref, voilà. Stroll, j'en ai déjà parlé précédemment. On va pas revenir là-dessus. En tout cas, voilà, il défend toute la famille. Mike Crack, c'est le défenseur des Strolls. Magnifique. Certains diront le suceur aussi. Bref, je vous laisse commenter. Ciao. Sainz n'a pas senti de différence depuis sa première victoire en F1. Pas de changement dans son approche ou son mental. Ah, ça a dû le libérer quand même, Carlos. Il a plus cette question récurrente. À quand la première victoire? C'est finalement la chose la plus grande qui a changé. Mais pour moi, ça n'a rien changé car mon état d'esprit est le même. C'est que ça allait arriver tôt ou tard, cette victoire. J'étais très proche de cette victoire deux fois déjà avant d'arriver chez Ferrari. Et une fois au sein de la Scuderia, je le savais, je croyais à cette première victoire en F1. Ce n'était pas possible avec la voiture que nous avions l'année dernière, mais très vite au début de la saison, j'ai su que ce serait possible et j'ai continué à y croire sans douter. Je n'avais pas vécu de stress par rapport à ça, ou même de soulagement. En Autriche, après ma victoire, je me suis senti de la même façon que lors de tout autre week-end de F1. Ouais, alors, est-ce que sa victoire à Silverstone, il l'a mérité Moi, je dirais pas vraiment, hein, parce que quand même, Charles Leclerc était quand même meilleur que lui. On va pas se mentir. En plus, Verstappen a eu son problème, là, donc voilà.
Mais clairement, Sainz sur cette course, c'était pas le plus rapide. Bon, à Silverstone, il méritait pas de gagner, hein, pour moi. Après, voilà, c'est bien pour lui qu'il a une victoire, mais bon. C'est une victoire qui aurait dû aller à Charles Leclerc. Une de plus, j'ai envie de dire. Allez, ciao. Verstappen n'a jamais inhalé de poussière en provenance de ses freins. Eh ben, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Le souci avait été soulevé après une course en juillet où Vettel avait inhalé de telles poussières. Son visage et sa combi en témoignaient. Mais en croire Max Verstappen, ça n'a pas été un problème pour son équipe jusqu'ici. Tout dépend de la façon dont vous avez conçu votre batterie. Certains l'ont conçue d'une manière qui fait qu'elle ressort davantage vers votre visage, ce que je n'ai pas expérimenté. Je pense donc que vous pouvez limiter certaines options de conception, comme par exemple faire en sorte que ça aille vers l'extérieur, ce qui est déjà notre cas. Si je vois de la poussière de frein, elle s'en va toujours vers la gauche ou la droite, donc ça va. De leur côté, Lance Stroll, Sainz et Tsunoda n'ont eu aucun problème avec leur monoplace. Russell non plus n'en a jamais souffert, mais confirme que c'est le cas pour d'autres pilotes. Je n'ai eu aucun problème, beaucoup de gens l'ont eu. Mais comme a dit Max, nous avons tous une philosophie différente au niveau des designs, je pense donc que la FIA doit retirer aux équipes la possibilité de faire quelque chose qui peut affecter la santé des pilotes et leur sécurité. Très bien, bon ben voilà, hein, en espérant que plus de pilotes ne respirent la poussière de frein, parce que c'est pas très bon pour leurs poumons. Hein. Je vous laisse commenter, ciao. Mick Schumacher va-t-il remplacer Alonso chez Alpine? Une porte pourrait s'ouvrir pour Mick. Alors ouais, j'ai vu effectivement qu'il a suivi sur Instagram Laurent Rossi. Alors je sais pas honnêtement s'il le suivait depuis un moment ou pas, mais j'ai vu un screen passer il y a quelques jours là, de ça, donc ouais voilà, c'est ça. C'est bizarre quand même. Pourquoi il le followerait lui et il followerait pas les autres directeurs d'écurie par exemple? Ouais, il y a Anguille sous roche. Et moi je dis Mick Schumacher chez Alpine, ce serait une bonne idée en vrai. Je préférerais voir ça que Daniel Ricciardo de retour dans le groupe Renault une énième fois. Donc ouais, je préférerais voir ça honnêtement. Et tant pis pour Ricciardo. Hein. Il avait 4 meilleurs ces dernières années. C'est la loi de la jungle hein, à la fin. Si t'es pas bon, tu dégages et puis voilà quoi. Donc voilà, la rumeur du jour donc. Mick Schumacher en partant chez Alpine. Rien d'officiel hein, évidemment. Mais le fait qu'il l'ait suivi sur Insta, c'est bizarre quand même. Je vous laisse commenter, ciao. Ricciardo de retour chez Alpine, je ne peux pas l'imaginer. Alors, qui a dit ça? On pourrait croire que c'est Ricciardo qui l'a dit, mais non, c'est Ralf Schumacher en fait. Encore un titre trompeur, hein, je voudrais pas le dire. Donc Piastri reste chez McLaren et ce sera un échange Piastri-Ricciardo, on en a déjà parlé. Mais pour Ralf, ça ne se passera pas comme ça. Selon lui, il restera peu de formations qui courent après la signature de Ricciardo. Personnellement, je ne peux pas imaginer qu'il y ait une autre chance en F1. Mais je ne sais pas vraiment qui Alpine prendra au final. Ce ne serait pas la première fois que Ricciardo sera en compétition avec l'équipe, puisqu'il était aussi en 2019 et 2020, alors que lors de sa première saison, il n'est pas allé plus loin qu'à 9ème place au championnat, non plus tard il a obtenu la 5ème place. Il est ensuite passé chez McLaren. Donc voilà, est-ce que Ricciardo va retourner chez Alpine? Ça c'est la grande question. Ça serait bien de savoir, je sais pas quand ils vont le dire honnêtement. Peut-être qu'ils laissent passer la pause estivale et qu'ils vont le dire lors du week-end de Spa. En tout cas, si on n'a pas de nouveautés d'ici jeudi pour les interviews à Spa, là, jeudi dans une semaine, hein, évidemment, pas demain. Et ben, je sens que la presse va se réjouir de tout ça et va interroger tous les pilotes concernés, notamment Ricciardo. Ça va être rigolo, ils vont être tellement mal à l'aise. Allez, ciao. Alors, interview de Toto Wolff qui pousse un coup de gueule hein, contre Williams, notamment, qui n'a pas donné sa chance à Suzy Wolff. En 2014, Suzy Wolff devient la première femme de sa génération à participer à un week-end de Grand Prix. C'était en EL1 à Silverstone. Rien de concret n'a suivi de cet épisode, de quoi donner des regrets à Toto Wolff. La dernière chance lui a été refusée, elle était à quelques dixièmes de Felipe Massa, mais Williams n'a jamais osé faire le choix. Alors à quand la prochaine femme en F1? Toto Wolff mentionne la jeune pilote espagnole Luna Fluxa, mais elle n'a que 12 ans. Je ne dis pas que nous avons la fille, mais elle en est capable. Je suis sûr qu'il y a des filles qui peuvent réussir au mérite. La F1 peut apporter une contribution incroyable à la durabilité. Déclare Toto Wolff sur ce point donc. Mais n'est-il pas temps d'aller plus loin et d'adopter les voitures électriques à une condition pour Toto Wolff? Si nous résolvons le problème de l'expérience audiovisuelle, il y a un changement générationnel qui peut nous aider. Quant aux fans hardcore, Toto Wolff leur répond « J'aime qu'ils détestent ça. Tant que nous offrirons un grand divertissement, nous n'allons pas les perdre parce que nous utiliserons des moteurs hybrides ou des voitures moins brillantes, ou parce que des pilotes s'agenouillent sur la grille. » La F1 évolue à toute vitesse sous la bannière de Liberty Media. Autre grande tendance, le remplacement des grands prix historiques par de nouveaux venus. Ainsi, si Las Vegas arrive, Spa pourrait bientôt quitter le calendrier, et même Monaco est menacé. Rien n'est sacré, tout doit évoluer. À Monaco, la course doit être meilleure. L'apparition de Drive to Survive a également contribué à assouplir les
Mentalité. Et à ce sujet, Toto Wolff conclut par une formule. Ce sont des athlètes dans des machines performantes. C'est une question de vie ou de mort. Et en plus de ça, nous avons ajouté un Keeping Up with the Kardashian au show. Ok, ouais, il compare ça à Drive to Survive, ouais, ok, pourquoi pas. Bon, son interview va pas faire plaisir à grand monde là, parce que le mec, rien n'est sacré, tout doit évoluer, donc si Spa disparaît ou Monaco, bon, c'est pas grave, hein. On va remplacer ces circuits par d'autres, c'est pas grave, tout doit évoluer, tout doit changer. Voilà, je suis pas trop d'accord avec ça quand même, parce qu'il y a des circuits qui sont cultes, il faut les garder. Hein. Quant au F1 électrique, bon, on n'y est pas encore, on en est loin. Il y a déjà la Formule E pour ça, au pire, voilà. Peut-être hydrogène un jour, on verra. Quant à Suzy Wolff, bah écoutez, quelques dixièmes en Formule 1, c'est beaucoup quand même. Surtout quand c'est sur un tour en qualif. Donc quelques dixièmes, ça peut être 2 ou 3 ou 4 ou 5. Donc je comprends Williams hein, qui a préféré faire le choix de Felipe Massa. Donc on verra bien s'il y a une femme en Formule 1 à l'avenir. Ciao.